Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que les premières personnes puissent se connecter. Si jamais vous pouvez mettre un petit commentaire si des personnes sont déjà présentes, ce serait parfait. Alors que vous êtes déjà là. Attendre, il est 11h pile. Ok, super. Bon, on va donc démarrer parce que le timing va peut-être être serré. On va faire en sorte que tout passe bien sur cette heure de webinaire. Donc, aujourd'hui, encore une fois, merci à ceux qui ont pu libérer un peu de temps dans leur agenda. Sinon, pas d'inquiétude, il y aura un replay de ce webinaire et on sait que c'est aussi là que ça touche beaucoup de monde potentiellement. En tout cas, merci à ceux qui ont pu se rendre disponibles. Donc, pour ce thème aujourd'hui relatif au règlement DORA, on en a beaucoup entendu parler, beaucoup de façon très générale d'ailleurs. Aujourd'hui, on avait essayé justement un petit peu d'aborder le sujet sous un nouveau prisme, cette logique aussi en fait, quid de ma relation avec mes différents sous-traitants, prestataires, techniques, IT. On voulait un peu se poser la question, est-ce que finalement, ça serait comme d'habitude un simple contrat, ou alors ne parlerait peut-être pas-on un petit peu de responsabilité partagée comme vous devez déjà un petit peu le connaître avec la logique RGPD, vous avez des co-responsables de traitement. On ne peut plus se décharger entièrement sur l'autre acteur. Donc, on va voir un petit peu si on est dans la même logique sous-jacente ici. Donc, concrètement, comme vous avez l'habitude maintenant, dès qu'on est sur des sujets un petit peu techniques ou cyber chez DPO Consulting, vous avez toujours Michael et moi qui seront là pour vous faire une petite présentation, une démo ou un webinaire directement. En live ou même en discussion quand vous avez des questions en termes de prospects ou de clients. Il n'y a pas de sujet. On discute également avec vous de toutes ces problématiques-là. Donc pour ce faire, je vais commencer par vous présenter le sommaire aujourd'hui. Donc vous aurez une courte introduction, un petit rappel sur ce règlement DORA. Le but, ça ne sera pas forcément d'aller trop loin dans cette intro. Le sujet est ailleurs. Aujourd'hui, on ne va pas forcément aborder les obligations DORA dans leur entièreté, mais vraiment cette logique-là de responsabilisation avec les sous-traitants. Ensuite, on vérifiera ensemble comment on peut comprendre finalement DORA, qu'on soit du côté du prestataire ou du fournisseur IT, justement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre si je suis un de ces organismes-là? Est-ce que finalement, je ne serai pas plus facilement sous l'égide de Dora que ce que je pensais? Ensuite, on ira sur une logique où on passera du texte à la pratique pour voir un petit peu ce côté important, qu'est-ce que je mets dans mes contrats, à quoi je fais attention. On vous expliquera aussi rapidement quelles sont les différentes actions que vous pouvez initier dès maintenant si jamais vous êtes concerné par ce règlement et que vous n'avez pas encore forcément eu le temps d'entamer des démarches importantes sur ce sujet. Et on terminera avant une conclusion, justement, sur une petite logique, gestion des incidents DORA. Finalement, si on vous fait un petit 24 heures challenge, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui est important de gérer dans ce laps de temps? Pourquoi 24 heures, vous le verrez, dès lors que on se rend compte d'un incident majeur ou critique, on va avoir très peu de temps finalement pour agir et envoyer l'information aux bonnes personnes, vous le verrez. Bon, commençons sans plus tarder de ce fait sur cette introduction. Alors, on va débuter, comme Alan l'a mentionné il y a quelques instants, par un petit rappel. Donc, si tu peux passer au slide suivant, de l'objectif de ce webinaire et ensuite un petit rappel express de ce fameux règlement DORA en mentionnant l'angle que l'on va utiliser pour regarder ce règlement aujourd'hui. Donc, ce webinaire, on va avoir comme objectif principal de répondre à une question qui se veut relativement cruciale. Avec ce nouveau règlement DORA, qu'en est-il de vos sous-traitants IT? Est-ce qu'on continue à les traiter comme de simples prestataires ou est-ce qu'on a vraiment cette notion de co-responsabilité en termes de résilience cyber entre vous et vos différents prestataires et fournisseurs?
Donc, il faut le souligner, c'est un point sur lequel Dora va vraiment venir changer les choses. On va vraiment avoir une transformation assez profonde sur la façon dont vos relations entre votre entité et vos différents fournisseurs, vos différents prestataires IT va être gérée. Donc, cette relation va profondément changer. On ne va plus parler tout simplement d'un simple lien contractuel. On va avoir une nouvelle culture imposée par ce règlement DORA. C'est une culture de responsabilité partagée. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir ensemble, comme on l'a mentionné dans notre sommaire, pourquoi DORA vient placer nos prestataires IT à une telle importance au cœur de ce règlement, quelles sont les obligations concrètes qui vont découler non seulement par rapport à vos relations contractuelles, mais aussi vos relations opérationnelles avec vos différents prestataires, et comment bien évidemment se préparer dès maintenant, peu importe la taille de votre entité, peu importe votre budget. L'objectif, c'est de faire au maximum avec les moyens que l'on a. Donc, on va bien évidemment tacler les choses de façon simple et de façon progressive. C'est très important. Donc à ce niveau-là, DORA, ce fameux règlement, c'est le Digital Operational Resilience Act. Il a été adopté fin 2022 à un niveau européen et il est d'ores et déjà entré en vigueur dès le début de cette année 2025. Donc on arrive bientôt en fin d'année. Le règlement est en vigueur depuis une dizaine de mois maintenant. Donc en effet, on entre si ce sujet de DORA n'a pas encore été taclé en interne, on entre dans une période où il va être crucial de vraiment concentrer nos efforts là-dessus. Donc l'objectif de ce règlement, c'est bien évidemment d'augmenter, de renforcer, d'améliorer la résilience opérationnelle numérique, en particulier pour les acteurs du secteur financier. C'est vraiment le public ciblé par ce règlement DORA. On peut faire un parallèle avec NIS 2 qui vient aussi dans le même temps, puisqu'on a un déploiement qui est plus ou moins parallèle entre ces deux directives. On a ces deux règlements, enfin ce règlement DORA et cette directive NIS 2 qui viennent renforcer vos postures en matière de cybersécurité en vous imposant de nombreuses exigences, puisqu'en effet les cybermenaces, les incidents informatiques sont de plus en plus fréquents et de nature de plus en plus variée. Donc on a ce réel besoin d'élever globalement le niveau de cybersécurité. Donc DORA, pour les établissements financiers, que l'on parle de banques, assurances, sociétés d'investissement, va chercher non seulement à augmenter votre résilience cyber, mais aussi votre capacité à continuer à fonctionner, à avoir cette continuité d'activité en cas d'attaque ou en cas de panne IT majeur. Et l'un de ces volets, justement, ça va être de se concentrer sur la gestion des prestataires qui peuvent jouer un rôle crucial dans votre activité quotidienne. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, depuis le 17 janvier 2025, ce règlement est entré en vigueur. Donc, il faut absolument, si aucun effort n'a été déployé pour le moment, s'approprier le sujet le plus vite possible et commencer dès maintenant la mise en conformité à ce règlement. Mais attention, on peut, contrairement à d'autres réglementations, penser que si je suis prestataire IT, je ne suis pas forcément une entité du secteur financier, donc ce règlement ne s'applique pas à moi. Eh bien, il faut tout de suite évacuer cette idée de votre esprit, puisqu'en effet, il n'y a pas que les organismes financiers qui sont ciblés par DORA. Par extension, on va avoir une portée beaucoup plus large avec ce règlement et les différents prestataires IT et fournisseurs qui vont travailler avec ces entités vont avoir aussi un rôle à jouer. On va les faire entrer en scène dans ce webinaire. Tout à fait, merci Mickaël. Donc, effectivement, comme il vous l'explique, finalement, on peut se dire tout de suite, mais non, mais Dora, en fait, ça va pas s'appliquer à moi, puisque on est vraiment sur un secteur financier au sens large, et ben moi, un organisme qui met en place ou qui met à disposition de mes clients une solution SaaS ou autre, j'ai pas forcément à m'en soucier. Ben, en fait, on va vous expliquer, vous faire comprendre ici que finalement, ça peut plus facilement que vous ne le pensez, être quand même dans votre giron d'application, dans le sens où si l'un de vos clients, justement, est un de ces organismes qui fait partie du secteur financier au sens large, et ben, potentiellement, il va forcément travailler uniquement avec des prestataires qui vont lui permettre d'être sécurisé suffisamment et de le rassurer justement concernant ce que le règlement DORA leur demande concrètement. Donc, vous verrez, c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette partie, que ça va pouvoir potentiellement s'appliquer plus facilement que vous ne le pensez. Donc, finalement, pourquoi DORA met-il autant l'accent sur les différents fournisseurs
IT, on vous l'a dit, hein, Dora part d'un constat qui est très clair. On a une grande partie aujourd'hui des incidents qui sont graves, et dans le monde financier, puisque c'est un petit peu le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, en fait, qui proviennent des failles directement chez les prestataires et non pas forcément directement chez les organismes concernés en premier lieu par Dora. Donc là, on vous a mis deux statistiques assez intéressantes. D'un côté, vous avez un rapport de Security Scorecard qui nous dit que 41,8% des violations de données qui touchent des fintechs dans le domaine financier sont imputables à des prestataires tiers. Donc vous voyez, on est quasiment à 1 fois sur 2. En fait, ça ne vient pas directement de la fintech, mais chez l'un de ses prestataires. En 2023, c'est la stat la plus récente qu'on a pour l'instant, on lit aussi que 78% des institutions financières ont subi une violation de données via un prestataire tiers. Donc là, on va encore plus loin, on vous explique que dans les 3/4 du temps, finalement, l'institution financière qui subit une violation de données, qu'elle soit personnelle ou pas, en fait, provient de l'un de ses prestataires IT, finalement, et pas directement chez eux. Donc là, vous commencez déjà à comprendre que finalement, puisqu'on se rend compte que dans un cas, la moitié quasiment, et finalement, dans les institutions financières, au sens large, dans les 3/4 du temps, ça ne provient pas de chez elles. Forcément, avec Dora qui est entrée en application cette année, ça va peut-être pas être le même sujet, le même topo. Elles vont peut-être regarder à 2 fois avant de choisir un prestataire IT. Elles vont bien contractualiser les choses et faire attention à la sécurité que vous êtes capable d'arborer sur votre solution, concrètement. Donc, par exemple, si on pense à une attaque par rançongiciel sur un fournisseur de services cloud, ou même un éditeur de logiciels ou un prestataire d'hébergement, vous vous rendez vite compte que si l'un de ces fournisseurs a une solution à un moment donné qui est indisponible ou qui est compromise, eh bien, toute la chaîne de clients, financiers ou pas, mais en tout cas ceux qui sont financiers, sera également impactée. Donc, de la sécurité des prestataires va dépendre la sécurité de leurs clients. Et donc, forcément, par rapport au règlement Dora, moi, je suis institution financière. Je sais que je dépends énormément sur certains sujets très critiques en termes de sécurité des données de tel ou tel prestataire. Je ne vais pas contractualiser avec le premier venu. Et donc, moi, en tant que prestataire, si je me mets de l'autre côté de ce prisme, quelque part, ça veut dire que je vais devoir comprendre ce que Dora demande en termes de résilience opérationnelle et je vais devoir être capable de montrer patte blanche et de faire en sorte que mon produit, mon service soit sécurisé de sorte que toutes ces institutions financières veuillent bien travailler avec moi. Et là, vous comprenez que finalement, j'ai beau ne pas forcément être de premier abord une institution financière, en tout cas dans ce milieu-là, et pourtant, indirectement, toutes les exigences Dora vont quand même s'appliquer à moi. Donc c'est ici que Dora introduit un concept, encore une fois, fort, que vous connaissez déjà pour ceux qui travaillent avec le RGPD, qui est celui de la responsabilité partagée. Forcément, on ne pourra pas se cacher derrière son prestataire IT en tant qu'institution financière dès lors que j'ai un contrôle sous l'égide de Dora, évidemment. D'un autre sens, je ne pourrais pas non plus dire en tant que prestataire, attendez, moi je ne suis pas sur le milieu financier, c'est pas à moi de gérer Dora. Et évidemment, ça ne va pas fonctionner comme cela. On a bien une responsabilité partagée qui se crée. Et donc, toutes les entreprises concernées devront s'assurer que leurs fournisseurs respectent bien des exigences de cybersécurité, de continuité et de reporting équivalentes aux leurs, et en tout cas, quand on dit aux leurs, aux exigences qui en tout cas leur sont posées. Inversement, donc, les prestataires devront se préparer à démontrer leur niveau de résilience puisque leurs clients vont désormais être tenus de les superviser, ces différents prestataires IT, de façon active. Ici, encore une fois, évidemment, on n'est pas tous opérateurs critiques au sens de Dora, donc on a plusieurs distinctions qui vont commencer à être faites par ce règlement. Vous allez avoir les prestataires tiers dits critiques, c'est-à-dire ceux dont l'activité ou les services sont indispensables au fonctionnement chez le client. Donc, si ce service ne fonctionne plus, l'activité du client sera fortement impactée, voire impossible de continuer en l'état. Et donc, ça pourrait être un fournisseur cloud qui héberge des applications sensibles, par exemple. Ça peut être un éditeur SaaS qui fournit un outil de gestion clé directement pour le client, ou encore, par exemple, un prestataire d'infogérance ou de sécurité du système d'information. Donc, ces acteurs, qui sont sous une logique plutôt critique, seront donc soumis à une surveillance évidemment renforcée, parfois même
directement supervisés au niveau européen. Attention, hein, évidemment, je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux, mais quand bien même vous ne seriez pas prestataire critique, vous pourrez quand même être concerné indirectement puisque vos clients qui sont concernés par DORA devront vous évaluer, vous auditer et intégrer les risques que vous avez gérés dans leur propre dispositif de conformité DORA. Donc là, vous commencez à comprendre un petit peu l'importance finalement que tout cela apporte, même pour un prestataire IT qui ne serait pas critique. Avec DORA, ce qui est important à comprendre également, c'est que la gestion des prestataires ne s'arrêtera plus uniquement à la simple signature d'un contrat de service ou de prestation avec ces différents prestataires-là. Avant, on signait un contrat, on avait des clauses de sécurité. On se disait, bah écoutez, moi par rapport à ce que vous m'avez dit, ça me suffit, je suis OK, les différentes clauses sont celles que j'attendais, on est bon, on signe et on espère que tout se passera bien concrètement derrière. Aujourd'hui, les différentes entreprises ne peuvent plus s'arrêter à simplement faire les signatures de contrats puisqu'elles vont devoir suivre, mesurer et documenter le niveau de conformité et de performance de leurs fournisseurs pendant toute la durée de la relation contractuelle. Donc vous vous rendez compte que finalement, il va y avoir une réelle cartographie côté client de tous les prestataires IT qui sont mobilisés pour eux, et ils vont devoir faire un réel suivi de est-ce que j'ai vérifié le niveau de cybersécurité chez tous mes fournisseurs, où est-ce qu'il en est, est-ce que j'ai mis en place des logiques d'audit, est-ce que j'ai récupéré tous les documents qui me permettent de voir un petit peu le niveau de sécurité, la gestion des risques, comment elle est, est-ce que la solution elle est suffisante, est-ce qu'il y a des PRA, des PCA chez mon fournisseur, etc., etc. Donc il va vraiment y avoir une réelle vérification poussée auprès des différents prestataires IT. Concrètement, ça veut dire que que vous soyez le prestataire ou en tout cas même les organismes directement concernés par DORA vont mettre en place des indicateurs de suivi, donc des KPI, des SLA. Ils vont évaluer régulièrement les mesures de sécurité mises en place chez eux, chez leurs prestataires également. Ils vont vérifier que les incidents significatifs sont rapidement détectés, gérés et remontés aux bonnes personnes, aux bonnes parties prenantes. Et si nécessaire, donc, seront dans l'obligation, on va dire, de revoir les conditions de prestation. Ça peut être justement ne plus travailler avec tel prestataire parce qu'il n'est plus capable ou il n'a pas été capable de répondre à mes questions et de montrer un niveau de sécurité suffisant. C'est ce que donc DORA appelle la supervision active et continue des prestataires. Autrement dit, on passe d'un modèle de confiance qui était plutôt statique à un modèle de confiance aujourd'hui qui doit être prouvé, vérifié de façon continue. C'est un petit peu, si je dois faire un corollaire, c'est un petit peu ce qu'on aurait pu voir avec l'entrée en vigueur du RGPD. Auparavant, on demandait parfois l'autorisation, mais on faisait. Aujourd'hui, on est dans cette logique où on n'a plus de déclaration préalable, ce genre de choses, ou très rarement. On se base sur des guides, des référentiels. Par contre, on met en place tout ce qu'il faut, on documente pour pouvoir prouver de façon continue en cas de contrôle, en cas de demande d'un prestataire ou d'une partie prenante. Un peu la même logique ici. Et donc, quel message est à retenir, si vous voulez, sur cette première partie? Première idée importante, c'est que sous le règlement DORA, vos prestataires ne sont plus de simples partenaires contractuels, ils vont désormais faire partie intégrante de votre dispositif de résilience. Et si je me place côté fournisseur, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, vous n'êtes peut-être pas directement concerné par DORA, et donc, la première idée, ce serait de se dire, bah, j'ai pas besoin de m'intéresser plus que ça à ces obligations et à ce qu'il faut faire, mais pourtant, on peut y être soumis indirectement dès lors que un ou plusieurs de vos clients le sont. Et il suffit que ce soit plusieurs clients qui font une grosse partie finalement de votre chiffre d'affaires et vous vous rendez compte que vous n'aurez pas le choix en termes de démonstration de niveau de sécurité auprès de vos différents clients. Merci Alan pour cette première partie du webinaire. Donc, on vient de le voir, DORA, ce règlement va changer profondément la façon dont les organisations doivent gérer leurs prestataires IT. Donc, mais concrètement,
Que faut-il faire? Comment savoir si un de nos fournisseurs est critique? Quelles clauses doit-on intégrer dans les contrats? Et surtout, comment effectuer cette surveillance active, ce monitoring, hein, pour suivre avec des KPI, des SLA, différents indicateurs, tout ça sur la durée. C'est exactement ce qu'on va aborder dans cette partie. On va passer du texte à la pratique. Euh, donc, dans un premier temps, la première étape, avant toute chose, c'est de connaître son environnement. Il est très très important de savoir précisément avec qui nous collaborons au quotidien, de qui dépend notre activité. Est-ce qu'on utilise un logiciel en SAS qui est crucial pour notre activité? Est-ce qu'on a nos données qui sont hébergées dans un data center quelque part sous la charge d'un prestataire? Si on n'a pas connaissance de notre environnement, de nos dépendances, on va pas pouvoir répondre, on va pas pouvoir sécuriser, on va pas pouvoir se conformer à DORA sur tous les aspects. Donc, le premier conseil, la première étape cruciale, c'est de réaliser avant toute chose une cartographie. Une cartographie non seulement de votre système d'information en interne, mais comme je le disais aussi, de tous les embranchements, de toutes les dépendances à des entités externes. Donc, bien évidemment, avant de commencer à regarder les exigences de DORA, il faut savoir avec qui nous travaillons, qui fait quoi pour nous, quel niveau de dépendance avons-nous vis-à-vis de chacun de ces prestataires. Donc, on va se poser des bonnes questions, des questions relativement simples, mais très pertinentes. Quels sont les prestataires qui ont accès à nos données, en particulier à nos données sensibles? Est-ce qu'on a des hébergeurs? Donc, qui sont-ils? Où nos données sont-elles hébergées? Est-ce que les mesures de sécurité sont suffisantes? Donc, quels prestataires hébergent ou exploitent des systèmes critiques pour nos activités. Et enfin, bien évidemment, on en parlait, il y a aussi cette notion de continuité d'activité. Donc, quelles sont les solutions de secours si justement j'ai un prestataire avec une dépendance extrêmement importante au service de celui-ci qui vient à être indisponible pour une certaine durée? Comment réagissons-nous face à ce genre de situation? Donc, ces questions-là, on va chercher à les éclaircir en faisant tout ce travail de cartographie pour mieux connaître notre environnement et savoir exactement où nous en sommes. Donc, sur cette base, on va chercher aussi à classer nos différents prestataires une fois qu'on les a identifiés. Bien souvent, on va avoir une grille de criticité qui va s'étendre à 3 niveaux. On va avoir les prestataires critiques, on en a parlé un petit peu dans la partie précédente, où bien évidemment, si ces derniers sont indisponibles, ça aura un impact majeur sur mon activité, sur ma capacité à garantir la continuité de cette activité. Et on peut avoir des cas de figure où on a carrément des interruptions totales de service. Donc ça, c'est pour les prestataires critiques. Et ensuite, on va commencer à avoir des prestataires importants dont l'impact sera potentiellement significatif, mais ne sera pas non plus critique. Et enfin, des prestataires non critiques où une interruption de service n'aurait pas vraiment d'impact conséquent sur le cœur de notre métier, sur le cœur de notre activité. Donc, c'est aussi important de savoir classifier les choses. Donc, c'est une étape qui est nécessaire sous DORA, non seulement pour avoir, comme je le disais, cette bonne visibilité et pour savoir exactement quel point faible adresser, quel prestataire doit-on considérer comme crucial pour nous. Donc, on a cette partie réglementaire DORA, mais pour vous, globalement, même si on met de côté ce règlement, c'est aussi un très bon exercice de maturité organisationnelle parce qu'on le voit souvent de notre côté avec certains de nos clients. Quand on commence à parler cartographie, quand on commence à parler sécuriser le système d'information, on se rend compte qu'il y a certaines zones d'ombre, il y a certaines choses que, pour des raisons peut-être de communication, on va avoir peut-être l'IT ou le RSSI qui n'est pas au courant qu'on utilise tel ou tel outil et qu'on a tel ou tel contrat avec tel ou tel prestataire. Donc on peut avoir des dépendances qui sont un peu cachées et que l'on vient découvrir potentiellement dans cette phase de cartographie. Donc, elle joue un rôle très important globalement. Et pareil, cette cartographie, elle doit se montrer vivante, non seulement parce que pour Dora, ça montre une certaine rigueur, ça montre une certaine maîtrise de son périmètre, mais aussi pour vous, hein, d'un point de vue simplement IT, d'un point de vue simplement cybersécurité, bien connaître son environnement, bien ajuster cette cartographie au fur et à mesure de vos évolutions, de vos changements, eh bien, ça joue en effet un rôle assez important. Connaître son périmètre, c'est vraiment la base.
Donc, une fois que l'on a identifié nos prestataires, qu'on les a classés, qu'on a fait un petit peu de ménage, qu'on a une bonne liste de toutes les entités avec lesquelles on travaille, on va pouvoir jeter un œil au contrat. Parce qu'en effet, sous Dora, on va avoir aussi ce besoin de sécuriser, de structurer convenablement la relation contractuelle avec nos différents prestataires. On va avoir certaines exigences, certains éléments qui doivent être adressés dans ces contrats. Donc, on n'en est plus aux clauses type habituelles. Là, cette fois, on a vraiment certaines choses à vérifier, y compris la mise en place de cette surveillance continue. Donc, parmi les clauses que l'on va retrouver, on va avoir bien évidemment les exigences de sécurité et de conformité. Donc, bien évidemment, on a des prérequis côté Dora sur les mesures à mettre en place, sur le certain niveau de cybersécurité à atteindre. Donc, ça doit être contractualisé, ça doit être vérifié aussi. On va avoir toute cette dimension audit où il est très important de préciser dans ces contrats que de notre côté, en tant que client, on veut une certaine visibilité sur le prestataire, on veut être en mesure de pouvoir l'auditer potentiellement. On a toute cette partie gestion des incidents, on y reviendra par la suite, mais ça joue un rôle critique, hein, bien évidemment. Si il y a une vulnérabilité chez mon prestataire qui va venir m'impacter, il faut impérativement que ce prestataire soit dans l'obligation, contractuellement parlant, de nous alerter le plus vite possible. Et c'est très intéressant, très important, même je dirais, vu les délais qui nous sont imposés par Dora pour déclarer un incident, de préciser, par exemple, dans le contrat, que vous avez 12 heures pour nous prévenir en cas d'incident majeur, par exemple. Donc, on va également avoir toute cette notion de continuité d'activité. En effet, on doit avoir toutes ces mesures de plan, de secours, continuité, reprise d'activité. Et pareil aussi, hein, la gestion de contrat en cas de résiliation, en cas de transfert de responsabilité, etc. Tout ça doit être bien formalisé pour être sûr qu'une transition qui permet d'un prestataire à un autre, si on veut changer de prestataire, se fasse de façon fluide et qu'il n'y ait pas d'interruption d'activité ou de problème en cours de route lors des migrations. Pareil, on va avoir cette notion de sous-traitance en cascade parce qu'en effet, je fais appel à un prestataire, mais peut-être que dans le cadre du service qu'il me propose, ce prestataire fait aussi appel à un prestataire de son côté. Eh bien, Dora nous impose de contrôler toute la chaîne d'approvisionnement. Donc, bien évidemment, on doit mettre au clair, est-ce que dans le cadre de cette prestation, par exemple, si vous hébergez mes données, est-ce que c'est bien vous qui avez le contrôle des data centers ou est-ce que, au contraire, j'ai la relation contractuelle avec vous, vous êtes censé héberger mes données, mais après, derrière, vous passez par un autre data center qui est possédé par une autre entité pour héberger mes données. Dans ce cas-là, la troisième entité, ce sous-traitant du sous-traitant, va avoir accès à mes données, va devoir les protéger aussi, donc il fait partie de ma chaîne d'approvisionnement. Et on va avoir aussi tout ce qui est SLA, KPI, hein, donc les indicateurs mesurables de performance et de sécurité qu'on va aussi chercher à figer contractuellement parlant. Donc un exemple concret, hein, en cas d'incident de sécurité, une clause DORA compatible dans le contrat viendrait préciser que s'il y a un souci sur la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité de mes données, mon prestataire doit me notifier dans un délai maximum de 24 heures à compter de sa détection, par exemple. Donc, bien préciser les choses contractuellement parlant, ça permet d'éviter des malentendus et ça démontre aussi que dans notre démarche de DORA, on sait quels critères on doit remplir et donc on se prépare et lorsqu'on signe nos contrats avec nos différents prestataires, on met en place toutes les briques imposées par Dora au sein de ce contrat. Et on a cette appropriation des exigences de supervision continue et de cybersécurité. Donc bien évidemment, on en parlait un peu plus tôt, c'est pas une simple question de signer un contrat. Maintenant, il y a un véritable suivi dans la durée. On doit avoir cette supervision continue, dans cette relation entre client et prestataire. Donc c'est un changement culturel assez important qui est imposé par ce règlement, puisqu'on va devoir instaurer un pilotage continu. On en a parlé, des indicateurs de suivi, des revues régulières de la performance et des risques. Des plans d'amélioration ou de remédiation si des écarts sont détectés. On ne va pas forcément tout le temps mettre fin à la relation contractuelle s'il y a certaines carences au niveau DORA, mais on va vraiment imposer le fait qu'il faut absolument adresser les différents manquements. Et pareil,
Dans ce pilotage continu, on va chercher à récupérer des preuves des mesures de sécurité, de conformité mises en place par le prestataire. Donc, côté prestataire, c'est important aussi de se préparer avec déjà une enveloppe documentaire de tout ce qui est requis selon DORA. Comme ça, dès que vous signez un contrat avec un client, vous pouvez déjà lui envoyer tous les éléments nécessaires dès le début, avec vos récents audits de sécurité, etc. Et ça apporte une vraie plus-value parce que vous montrez une certaine maîtrise du sujet aussi auprès de votre client. Slide suivant, merci. Donc, justement, passons de l'autre côté de la barrière, parlons prestataire IT. Le message que DORA cherche à vous faire passer, c'est que, par extension, quand vous travaillez avec des clients soumis à DORA, eh bien, vous serez soumis aussi à certaines exigences de DORA. Vos clients vont avoir des demandes auprès de vous, ils vont devoir prouver qu'ils vous supervisent. Donc, attendez-vous à recevoir certaines questions et attendez-vous aussi à devoir montrer un certain niveau de collaboration. Plus ces échanges seront fluides et, comme je l'ai dit, plus vous serez préparé à effectuer ces échanges avec toutes les pièces jointes nécessaires à disposition. Constituez-vous vraiment, si vous êtes prestataire, un véritable dossier DORA à envoyer à vos clients. Ça va très nettement simplifier les choses et ça va montrer un grand niveau de professionnalisme. Parce qu'en effet, DORA, ça peut être vu comme une contrainte, mais ça peut être aussi un avantage pour vous en tant que prestataire, puisque dans les négociations, c'est un argument commercial assez fort de montrer que vous vous êtes bien approprié le sujet, vous êtes prêt à accompagner aussi votre client dans toutes les démarches nécessaires vis-à-vis de DORA. Donc, si vous pouvez dire « moi, je suis DORA ready », eh bien, quand vous êtes en train d'essayer de répondre à des appels d'offres, quand vous êtes en train d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché, vous pouvez justement, en vous déclarant DORA ready, en étant prêt, en ayant tous les éléments à votre disposition, avoir un réel avantage face à votre concurrence. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir de cette seconde partie, c'est qu'il est crucial, dans un premier temps, déjà d'identifier nos prestataires. Si on ne sait pas avec qui on travaille, on va avoir du mal à effectuer cette surveillance continue. On va avoir du mal aussi à identifier quel prestataire représente un risque, vraiment. Et donc, il est important de les cartographier, de les classifier par criticité et de voir à quel point on est dépendant de ces derniers. Ensuite, on doit bien évidemment s'assurer que nos contrats soient carrés, niveau DORA. Donc, on doit les passer en revue, les contrats existants. On doit les remanier potentiellement s'il y a des manquements dessus. Et on doit se préparer aussi aux futurs contrats. Donc, les clauses nécessaires à DORA, on doit les intégrer dans ce processus de recherche de partenaires. On doit avoir ces exigences en tête tout au long. On a le suivi régulier avec les KPI, le reporting, la gestion des incidents qui jouent un rôle important. Et bien évidemment, n'oubliez pas que vos prestataires peuvent aussi faire appel à des prestataires et par extension, ça fait partie de votre chaîne d'approvisionnement. Donc, vous êtes aussi concerné à ce niveau-là. Après, bien évidemment, gardez en tête que selon le type d'organisation, DORA ne va pas avoir un simple modèle unique. Chacun va y aller un petit peu à sa façon selon ses besoins. Mais l'important, c'est de bien prendre connaissance du sujet, de vous y préparer et surtout de documenter les choses parce qu'on va vous demander de les démontrer. Quelque chose qui n'est pas documenté, c'est très difficile de le prouver, malheureusement pour vous. Donc, la gouvernance, tout ce qui est documentation, ça joue un rôle crucial. Donc, à ne pas négliger, que ce soit côté client ou côté prestataire. Tout à fait. Merci beaucoup, Michael. Et ça, c'est hyper important de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'on le voit souvent, ça, pour le coup, chez nos clients, c'est-à-dire les mesures de sécurité existent. Parce qu'on a souvent un petit peu un vieux briscard à un niveau IT qui nous dit non, attendez, moi je connais bien, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et effectivement, quand on regarde, c'est mis en place. Mais pourtant, les procédures sont inexistantes, la gouvernance est inexistante. Et bon, concrètement, comment vous allez faire derrière pour justifier d'un niveau de sécurité suffisant auprès de vos clients, là en l'occurrence, par rapport à ce sujet-là, si vous n'avez rien mis par écrit, que ce n'est pas suivi, que ce n'est pas mis à jour. Donc c'est hyper important. Bien, passons à la partie donc suivante, qui est un petit peu un récapitulatif de ce qu'on a vu jusqu'à présent et des différentes actions qu'on voudra initier dès maintenant. Parce que on a vu ce que le règlement DORA change concrètement dans cette relation entre les différents organismes financiers impactés et les prestataires IT, qui pourront l'être également, donc c'est ce qu'on vous expliquait ici. On a des contrats plus exigeants, on a une supervision continue désormais, et donc on a une responsabilité qui est partagée. La vraie question, pour le coup, ensuite, à tout ça, c'est finalement par où est-ce que je vais commencer? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressources, ni même le même niveau de maturité de cyber et de résilience opérationnelle.
L'idée ici, donc, ça va être, sans grande prétention, hein, mais de vous donner un plan d'action qui est concret et qui est adapté à tous les organismes de toute taille. Évidemment, vous pourrez aller plus loin sur des organismes plus importants avec une maturité plus élevée, mais là, on essaye de voilà, vous donner un petit peu les différentes étapes importantes pour débuter. Donc, première chose, c'est ce qu'on vous expliquait, hein, avant toute chose, faites l'inventaire complet de votre écosystème. Ça paraît évident, pourtant c'est souvent le point qui est le plus sous-estimé parce qu'on se rend compte parfois qu'effectivement on a oublié quelques-uns de nos prestataires, on n'a plus nécessairement le contrat, il n'a pas été mis à jour depuis une grande période de temps. Et en fait, c'est quand on fait cet inventaire et cette cartographie de nos différents prestataires et fournisseurs qu'on va se rendre compte en fait de tout ça. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais donc, première chose qu'on fait, c'est cet inventaire complet. On liste donc ici tous nos prestataires et fournisseurs IT, les services qu'ils font pour notre organisme, les données éventuelles auxquelles ils ont accès, à distance sur site, et surtout leur impact potentiel sur notre activité. Ensuite, une fois qu'on a répertorié l'ensemble de ces acteurs, on va les classer par niveau de criticité. Souvenez-vous, tout à l'heure, on vous a dit que les prestataires plutôt critiques, eh bien, allaient avoir des obligations renforcées, évidemment, puisque nous, ça va avoir un impact très important sur notre activité en cas de pépin de leur côté. Donc, on va les classer sous 3 niveaux. Le premier qui est le niveau critique, c'est-à-dire que s'il y a une interruption côté prestataire, un problème, eh bien nous également, clients, on aura un arrêt de notre activité. Donc on les disait tout à l'heure, hein, l'infogérance ou votre système qui est dans le cloud hébergé par un prestataire, si lui, du jour au lendemain, il a un problème de disponibilité aussi de son service, vous êtes directement impacté, vous ne pouvez plus continuer de travailler en l'état. Vous avez ensuite le deuxième niveau qui est le niveau important. Là, on vous dit s'il y a une interruption côté prestataire, il y aura alors une perturbation tout de même significative de votre côté. Vous pourrez continuer à fonctionner peut-être en mode dégradé sur certains sujets, mais il va quand même y avoir une certaine perturbation sur le service rendu par le prestataire impacté. Et enfin, vous avez la partie non critique, c'est-à-dire que s'il y a une interruption côté prestataire, alors l'impact sera limité. Ça peut être pour plusieurs conditions, hein, soit parce que c'est pas l'activité même de votre organisme, ou alors parce qu'on est sur un sujet qui est extrêmement ponctuel, par exemple, dans le temps, et donc s'il ne fonctionne pas 2-3 jours, c'est pas forcément grave, finalement, parce qu'on en a besoin très peu de temps sur le mois, sur la période, sur l'année. Donc, vous vous rendez compte ici que ce travail de cartographie, c'est bien le socle, hein, c'est la colonne vertébrale de votre démarche de conformité DORA. Il va servir à prioriser vos efforts, à identifier tous les contrats inexistants, vieux, etc., qu'il va falloir revoir en premier, et à documenter votre approche auprès des régulateurs ou même de vos clients. Une fois cette cartographie en main, la deuxième étape, ce sera évidemment d'analyser en fait tous vos contrats actuels. Regardez, vérifiez. Est-ce que les clauses qui sont présentes aujourd'hui dans vos contrats à instant T couvrent-elles bien aussi tous les aspects liés à la sécurité des données, à la gestion des incidents? Est-ce qu'il y a des possibilités d'audit de votre côté? Et attention, hein, je ne parle pas uniquement point de vue RGPD, parce que le RGPD aussi, il va vous expliquer en cas de violation de données personnelles, ceci, cela. Attention, ici, on parle bien d'une violation de données au sens large, pas uniquement de la donnée personnelle. Est-ce qu'on a aussi des obligations claires de notification en cas d'incident? Est-ce que les sous-traitants de vos prestataires eux-mêmes sont encadrés? Et là, je fais petit aparté parce que j'ai vu que Christophe avait posé une question dans le chat qui expliquait justement sur la logique de sous-traitance en cascade, comme ça existe aussi sous l'égide du RGPD avec des sous-traitants de rang 2, etc. Là, c'est la même logique en fait. Est-ce que oui, donc la réponse déjà, oui, DORA s'applique, mais qu'est-ce que vient nous dire DORA? La même logique un peu que ce que nous dit le RGPD. Ici, il doit y avoir un encadrement de cette pratique, c'est-à-dire est-ce que vous, en tant que client, vous autorisez cela? Et si vous le faites, sous quelles conditions concrètement? C'est-à-dire que vous allez dire à votre sous-traitant pour lequel vous avez une confiance et vous avez demandé un certain niveau de résilience opérationnelle et de sécurité des données, en fait,
soit vous dites non, je ne veux pas que tu aies d'autres sous-traitants ultérieurs, sauf à m'avoir informé et que donc je donne mon avis, etc., sur la sécurité, ou alors je vais faire plus simple, parce que sinon vous vous rendez bien compte que ça peut devenir très vite compliqué de dire, écoutez, moi je vous autorise en fait à avoir des sous-traitants ultérieurs dès lors que ces sous-traitants-là ont le même niveau de sécurité au minimum que ce que je vous attends chez vous, concrètement. Ça, c'est possible aussi. Donc, par rapport à ces trois questions, si la réponse est négative, bah, c'est que c'est le moment en fait d'ajuster le tir. Concrètement, il y a des problèmes. Refaites ça, faites en sorte que toutes ces questions soient répondues le plus rapidement possible. On n'a pas besoin nécessairement de tout réécrire du jour au lendemain. Priorisez les contrats, on vous l'avait montré juste avant, chez vos prestataires critiques en fait. Priorisez les contrats les plus sensibles et vous préparez des avenants types pour vos futurs appels d'offres, par exemple. L'idée ici va être d'avancer progressivement, mais avec méthode. Commencez par les plus critiques, diffusez les bonnes pratiques et vous continuez ensuite en cascade avec le niveau 2 et le niveau 3 de criticité. Ensuite, on réfléchit évidemment à cette logique de suivi dans le temps. Dora, on vous l'a expliqué, impose une supervision active en tant que client auprès de vos différents prestataires IT. Mais dans les faits, on a vu que c'est quelque chose qui devra être très pragmatique. Là, on vous a mis 3 pistes, par exemple, à mettre en place. Ça peut être, je mets à jour et je mets en place un tableau de bord fournisseur avec les KPI de disponibilité, de conformité, voire même de satisfaction privée à vous directement par rapport à ces différentes choses-là. Donc concrètement, vous allez pouvoir donner votre avis. Si vous avez une équipe IT qui a directement travaillé avec eux, qui a vérifié la sécurité, tant mieux, vous allez mettre un niveau de satisfaction global. C'est hyper important et aussi de se poser la question sous combien de temps ils sont capables, une fois qu'ils ont détecté un incident, de le régler, mais surtout aussi de vous informer de ça. Ça, c'est hyper important puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure, il y a des délais qui sont quand même extrêmement courts en termes de dès que j'ai trouvé un incident majeur critique, qu'est-ce que je dois faire, sous quel délai. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous intégrez des revues de prestataires périodiques. Donc, comme vous voulez, trimestrielles, semestrielles, voire annuelles pour les plus petites structures qui ont des moyens plus faibles. Mais en tout cas, mettez en place une revue périodique dans vos process internes. Et formalisez aussi ce qu'on appelle un plan de supervision. Donc, savoir comme un RACI, qui va suivre quoi, à quelle fréquence, selon quel KPI, etc. Je vais vérifier tout ça. Si donc vous placez côté prestataire, ça veut dire que demain, vous êtes prêt à répondre à des questionnaires de sécurité qu'on voit de plus en plus. Et pour le coup, on a certains de nos clients qui nous ont demandé justement de l'aide sur ces questionnaires de sécurité, alors que l'activité qu'ils ont n'est pas du tout de la sécurité informatique, pour le coup, ne sont pas du tout de base sur cette logique-là. Donc, ils sont un peu perdus. En tout cas, ils ont été un peu perdus quand ils avaient ce genre de demande. Mais on se rend compte que voilà, aujourd'hui, vous voyez pourquoi en fait vous avez d'autres prestataires qui sont pas nécessairement pour le coup, enfin se sentent pas nécessairement impliqués de prime abord, mais en fait quand même devoir répondre à ces questionnaires de sécurité. Vous allez devoir être capable de fournir des rapports d'audit. Pourquoi? Parce que ça, c'est assez important aussi. On n'en parle pas nécessairement dans cette présentation, mais vous allez devoir mettre en place, par exemple, des tests de pénétration une fois par an, minimum, par un prestataire technique externe à votre organisme. En fait, tout ça, tous vos tests, vos rapports, etc., vous allez devoir être capable de les consigner et de les montrer en cas de demande, justement, auprès de ces différents clients qui pourraient le faire. Et donc, vous devez être capable de démontrer votre propre niveau de résilience. Et je vous dis, ce sera de plus en plus demandé de toute façon dans un futur, parce que oui, il y a Dora, mais vous avez des NIS 2 et compagnie. Donc en fait, on ne va pas nécessairement parler que de la partie strictement financière, mais vous allez avoir énormément d'acteurs qui sont dans l'énergie, le transport et autres, peu importe, qui vont également faire ce genre de demande. Et donc, il faut être capable d'avoir travaillé dessus en amont, d'avoir compris ce qu'on attend de nous, d'avoir mis en place suffisamment d'échanges et de vérification. Encore une fois, ici, l'objectif, c'est pas de bureaucratiser la relation qui existe entre vous et vos clients, mais vraiment de créer une culture de transparence et de réelle confiance mutuelle. Concrètement, donc, Dora n'est pas qu'une affaire de conformité, loin de là, c'est un réel projet transversal
Cela va sans dire, vous l'avez vite compris, de toute façon, je vous en ai parlé plusieurs fois de cette logique RGPD, il n'y a pas que ça. Mais en fait, le fait de mettre en place tout ça, de réfléchir à sa sécurité de la donnée, va nécessairement impliquer pléthore de parties prenantes et plusieurs services. Vous allez avoir les équipes IT, sécurité au sens large, évidemment. Vous allez avoir les achats, puisque c'est eux qui vont devoir être capables aussi de savoir quoi vérifier quand ils font un choix de prestataire de service. Vous allez avoir évidemment la direction juridique, conclusion de contrat, vérification de contenu des clauses et présence des clauses. Vous allez avoir le DPO pour tout cet aspect sécurité des données personnelles, puisque le RGPD en traite évidemment. Et vous allez donc potentiellement avoir jusqu'à la direction générale pour des sujets très importants ou pour des structures qui sont peut-être un peu plus petites. Donc vous voyez que le projet, il est nécessairement transversal. Donc il ne faut pas se dire, oulala, encore une fois, un projet supplémentaire, une conformité supplémentaire, j'ai plus le temps, j'ai plus l'argent. En fait, ça va plutôt être quelque chose qui va s'imbriquer dans l'existant, si vous voulez. Moi, quand j'accompagne des clients au secteur financier, des banques et autres, on se rend compte qu'en fait, 1 + 1 de moi, ça leur change plus grand-chose, puisqu'ils ont l'habitude d'être dans cette logique, si vous voulez, de je mets en place des choses, il y a des process, chacun sait qui fait quoi, dans quel temps, etc. Donc, en fait, leur rajouter ça ne leur rajoute pas vraiment de charge. C'est un sujet sur lequel ils ont déjà l'habitude de travailler et ils ont déjà une méthode qui est appliquée. Donc là, il faut se dire que c'est à peu près la même logique derrière. On va impliquer un sujet supplémentaire sur des équipes qui ont déjà l'habitude de travailler sur cette norme-là, en fait. Donc chacun doit comprendre les enjeux et leur rôle. Et pour ça, pourquoi pas faire un mini plan de sensibilisation interne qui fera nécessairement une réelle différence. Vous allez expliquer en quoi Dora traite et en quoi elle est une opportunité de fiabiliser aussi votre organisation en disant oui, on sait, on n'est pas nécessairement un acteur sur le secteur financier, mais pourtant on peut avoir plusieurs de nos clients qui, eux, le sont. Donc on a une réelle importance à se mettre en conformité là-dessus. C'est pas une contrainte supplémentaire, c'est vraiment une logique de fiabilisation de notre image de marque aussi. Et en-delà de ça, vous vous préparez en faisant ça à d'autres types de demandes, comme je vous l'ai montré juste avant, avec des questionnaires potentiellement techniques, que ce soit du NIS2 ou autre. Donc, de toute façon, améliorer votre résilience cyber ne sera jamais, pour le coup, qu'un simple travail de mise en conformité. C'est vraiment quelque chose de très important, même pour vous concrètement, puisque vous aurez nécessairement, normalement en tout cas, moins de violations de données ou moins importantes en tout cas quand elles surviendront. Donc, toujours très important. Souvenez-vous, on ne veut pas bureaucratiser la relation, on veut créer ici une culture de transparence et de confiance mutuelle. Finalement, soyons tout de même lucides, on peut ne rien faire, mais ne rien faire, ça reste un choix quand même risqué. Ici, on s'entend. Hein. Les principaux risques en cas d'inaction, quels sont-ils? Vous allez avoir des négligences contractuelles qui pourront se retourner évidemment contre vous si jamais il y a un incident. Vous allez avoir des failles dans votre chaîne d'approvisionnement, puisque souvent, c'est lui le maillon faible des cyberattaques. Et vous pourrez avoir des opportunités perdues, en fait, puisqu'il y a un appel d'offres, vous n'êtes pas capable de montrer patte blanche par rapport aux différentes exigences DORA. Eh bien, comme ce sera devenu nécessairement un critère de sélection, vous ne serez même pas retenu en lice pour pouvoir démontrer votre solution derrière. Évidemment, donc, une entreprise non conforme pourrait tout simplement être écartée d'un marché pour non-respect des exigences de cybersécurité. L'important, c'est donc bien, encore une fois, on vous le rappelle, déjà de commencer à structurer sa démarche, quand bien même celle-ci serait modeste. Pour rappel, le règlement DORA, aujourd'hui, il est applicable depuis le 17 janvier 2025, donc on n'est même plus dans cet espace entre début 2023 et début 2025 de je m'approprie les exigences et je commence à mettre en place tout ça. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de pleinement applicable, ce qui veut dire que des contrôles et des sanctions sont possibles aujourd'hui. Donc, très important d'avoir déjà commencé à prendre en compte, et si ce n'est pas le cas, faites-le. Et si jamais notre petite méthode ici vous aide à comprendre par quoi vous commencez, tant mieux. Message clé donc ici à retenir, l'essentiel, c'est d'amorcer un mouvement. Commencez avec les moyens dont vous disposez, mettez en place une cartographie, mettez en place une fiche de suivi par prestataire, un modèle d'avenant contractuel pour les contrats que vous avez en cours et pour les prochains, et un plan de supervision quand bien même celui-ci serait allégé. Petit à petit, vous allez consolider votre dispositif et surtout, vous serez capable de répondre dans une certaine mesure aux différentes attentes de vos clients et de vos régulateurs.
Donc, encore une fois, Dora, c'est avant tout une opportunité d'élever son niveau de confiance, mais aussi son niveau de cybersécurité entre les acteurs de la chaîne numérique. Merci Alan. Donc, entrons dans la dernière partie de ce webinaire avant notre conclusion. On va prendre quelques minutes pour aborder un point qui est quand même assez crucial au sein de ce règlement DORA, un point qui est parfois un peu sous-estimé, mais qui reste déterminant, c'est la gestion des incidents. Parce que, soyons honnêtes, hein, de nos jours, la question, c'est pas est-ce qu'un incident va survenir, c'est plutôt quand va-t-il arriver et surtout comment allons-nous réagir derrière. Donc ça, bien évidemment, vis-à-vis de ce règlement DORA, on va avoir certaines exigences et on va avoir certains délais à respecter aussi. C'est pourquoi nous allons voir ce qu'on a surnommé ici le 24 heures challenge. Donc, au niveau de ce règlement DORA, on va avoir cette exigence pour les entités financières, cette règle qui est assez claire. Les incidents en matière de cybersécurité doivent être déclarés à une autorité compétente sous 24 heures. Donc, sous 24 heures, on doit déjà avoir une déclaration, un rapport initial qui doit déjà inclure certains éléments. Donc, autrement dit, dès que l'incident survient, le chrono commence à tourner et on a un délai relativement court pour déjà détecter l'incident, évaluer son impact, classifier la nature de l'incident aussi, récupérer toutes les informations nécessaires, rédiger un rapport initial qu'on va ensuite transmettre à l'autorité compétente. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses sous 24 heures, parce qu'en effet, quand un incident en cybersécurité arrive, c'est un peu la panique. Il faut qu'on prenne le temps de faire cette déclaration, qu'on prenne le temps de rédiger ce rapport, en plus de mettre en place nos actions pour résoudre l'incident, pour retomber sur nos pieds, hein, tout simplement. Donc, chaque minute compte. Chaque minute est importante, a son rôle à jouer. Mais ce qu'il faut prendre en considération, c'est que nos incidents ne viennent pas toujours de notre système d'information interne. C'est ce qu'on mentionne depuis le début de ce webinaire. Vos prestataires ont aussi un rôle à jouer. Donc déjà, 24 heures, c'est assez court quand on doit gérer les choses pour un incident interne. Mais imaginez maintenant si votre prestataire met déjà 12 heures à vous prévenir qu'il y a un incident et qu'ensuite vous commencez à communiquer avec lui sur cet incident et que vous échangez à un rythme de un mail tous les 2 heures. Le temps va passer très très vite. C'est pourquoi le prestataire IT et vous-même devez vous préparer à ces cas de figure et avoir une certaine coordination qui est mise en place car les enjeux sont ici très importants. Donc pour un cas assez simple mais relativement parlant, on peut avoir un prestataire cloud qui va par exemple héberger des environnements critiques pour de multiples organismes financiers. Il est attaqué, il subit un ransomware un vendredi soir, les serveurs sont chiffrés, les systèmes sont inaccessibles, et bien résultat, on va avoir une interruption de service pour de nombreux clients. Certaines opérations financières vont être bloquées. Et si le prestataire n'est pas préparé à ces différents cas de figure et n'a pas ces canaux de communication déjà préparés, on va avoir une communication qui ne va pas être fluide, qui ne va pas être optimale. Et dans ce contexte, la pression va monter pour les clients qui, quant à eux, vont avoir 24 heures pour faire leur déclaration. Si le prestataire n'est pas armé pour réagir, on va très très vite avoir des problèmes. Et bien évidemment, si on ne respecte pas les délais, on peut être sanctionné vis-à-vis de cette obligation de notification des incidents. Donc bien évidemment, quand l'incident surgit du côté client, on va avoir besoin d'informations venant du prestataire. On doit savoir quelle est la cause de l'incident, quelles données sont concernées, est-ce qu'on a une estimation de la durée d'indisponibilité et est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises ou qui sont en cours de déploiement pour remédier à la situation. Donc bien évidemment, face à un prestataire qui n'est pas préparé à communiquer et à réagir rapidement et clairement, vous, en tant que client de ce prestataire, il fait partie de votre chaîne d'approvisionnement, c'est votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière lui, donc bien évidemment, ça vous met dans une position assez délicate. Et c'est là où, comme on le disait un peu plus tôt, se préparer en tant que prestataire, être DORA ready, vraiment préparer un dossier DORA avec tous les documents nécessaires, vraiment mettre en place ces processus de communication, de réaction aux incidents, ça va jouer un rôle important et ça va être le jour et la nuit pour vous en tant que client. Si vous travaillez avec un prestataire qui n'est pas prêt,
pour ces choses-là. Contrairement à si vous travaillez avec un prestataire qui est pleinement préparé et qui a pris la main sur ces enjeux, la différence va être notable. Donc, il y a des points à gagner en tant que prestataire. Et pareil, en tant que client, vous avez aussi des points à gagner en choisissant bien vos différents prestataires. Donc, la coordination, ça joue un rôle crucial ici, qui doit être adressé autant d'un côté comme de l'autre. Donc bien évidemment, ce scénario, ce 24 heures challenge comme on le surnomme, va mettre en lumière certains éléments, certains points clés, notamment le fait que la gestion des incidents, c'est avant tout un exercice collectif. On va avoir cette notion, encore une fois, de co-responsabilité. Donc vous, sous Dora, vous devez faire cette déclaration sous 24 heures s'il y a un incident de cybersécurité, mais vous allez dépendre forcément de la réactivité de votre prestataire. Donc en effet, il vaut mieux que les choses soient carrées à ce niveau-là. Donc dès maintenant, commencez à intégrer dans vos contrats des obligations de notification. On l'a mentionné un peu plus tôt. Vous pouvez dire, dès lors qu'un incident est détecté, vous avez 4 heures, 6 heures, 12 heures pour nous prévenir. Contractuellement parlant, vous mettre d'accord là-dessus avec vos prestataires, ça va tout de suite vous protéger un peu plus parce qu'il y a quelque chose de concret qui montre que vous avez pris la main sur ce sujet en amont. Définir des canaux de communication dédiés parce que maintenant que c'est sécurisé contractuellement, il faut voir comment on met les choses en forme, en pratique. Donc bien évidemment, ça peut être par exemple vos prestataires leur demander les coordonnées de leur RSSI et de les mettre en relation avec votre RSSI aussi et établir donc ce canal de communication RSSI vers RSSI pour que la remontée soit rapide et qu'on ait tout de suite le bon interlocuteur dès lors qu'un incident surgit, car comme on vous le disait, le temps est limité pour effectuer cette déclaration. Donc bien évidemment, ce qu'on peut aussi mettre en place pour s'assurer que tout fonctionne, c'est que on effectue des tests de cette chaîne de réaction. On fait des exercices de simulation, des exercices de gestion de crise, et on voit si les plans de communication côté prestataire et aussi de votre côté sont suffisamment efficaces, qu'on a la réactivité qui est attendue. Parce qu'en effet, c'est bien beau de dire oui, non, mais on est prêt en cas d'incident Dora, on va pouvoir vous faire remonter ça très rapidement. C'est préférable, bien évidemment, de bien tester les choses. Parce qu'en effet, quand l'incident survient, cette coordination, les procédures, les processus qu'on a mis en place vont nous faire gagner un temps précieux. Donc côté fournisseur, bien évidemment, vos clients vont avoir des exigences là-dessus et vont vous poser certaines questions. Êtes-vous capable de nous prévenir en temps réel s'il y a un incident? Est-ce qu'on a en moins de 24 heures la possibilité de recevoir un rapport relativement complet? Et est-ce que vos plans de réponse à incident et vos plans de communication ont été bien testés? Donc, si on répond oui à ces 3 questions, en tant que prestataire, on gagne des points, bien évidemment, et ça renforce aussi la confiance commerciale avec nos différents clients. Donc, le message clé de ce 24 heures challenge, c'est qu'au-delà d'une éventuelle contrainte administrative, c'est aussi une opportunité d'améliorer vos pratiques, votre capacité à réagir, à coopérer, à protéger votre écosystème. Parce qu'au-delà de cette réglementation DORA et de ses obligations, quand on est touché par une cyberattaque, être capable de s'en relever le plus tôt possible, être aussi efficace que possible dans sa gestion, c'est important. Donc, bien évidemment, DORA ne nous demande pas d'être infaillible, mais au moins de nous préparer à ces cas de figure, de nous montrer réactifs, transparents. Et tout ça, ça fait la différence entre une crise qui serait bien gérée et une crise qui dégénère. Donc, la gestion des incidents, c'est un pilier essentiel pour DORA, bien évidemment, mais c'est aussi, au-delà de ce règlement, un excellent test de maturité pour toute organisation. Super, merci beaucoup, Mickaël. Et donc, on terminera par une courte conclusion où on revient sur les différents messages essentiels à retenir dans ce webinaire. On vous l'a dit, l'esprit ici n'était pas de vous faire un cours sur Dora, mais de s'attarder un petit peu plus sur cette relation contractuelle et sur les différentes obligations réciproques entre organismes directement concernés par le règlement et prestataires IT qui vont travailler avec eux. Donc, le premier message, attention, vos prestataires égale vos risques. Dora l'a acté, la sécurité d'un organisme dépend désormais de celle de ses fournisseurs. On vous l'a montré, 3/4 des violations proviennent souvent de l'externe. Un prestataire vulnérable, c'est potentiellement toute la chaîne qui peut vaciller derrière. Et donc, je dois être capable, dès lors que Dora m'est applicable, d'identifier, de classifier et de suivre activement mes différents partenaires IT. Deuxième message important, le contrat ne suffit plus en l'état. Le contrat statique, c'est terminé. On est aujourd'hui sur une logique de supervision continue. Je veux des clauses de sécurité, des audits, des KPI pour pouvoir suivre tout cela et le faire vivre dans le temps. C'est encore une fois devenu aujourd'hui une relation de confiance, mais aussi donc de preuve de conformité, comme on le connaît sous le RGPD par exemple.
Troisième message, commencez dès maintenant si vous ne l'avez toujours pas fait. Rappelez-vous, c'est applicable ce règlement depuis janvier 2025. Donc même si vous n'avez pas commencé, faites-le. Même si c'est petit à petit, ce n'est pas grave. La conformité, encore une fois, c'est pas un sprint. Ça va être une démarche progressive à construire selon vos moyens, votre maturité, votre activité aussi évidemment. Et donc l'important, c'est de commencer à structurer votre approche dès aujourd'hui, de cartographier vos prestataires et de faire évoluer vos différents contrats existants. Finalement, est-ce que c'est une contrainte ou est-ce que c'est une opportunité? Eh bien, même si pour beaucoup, DORA semble être une contrainte, de plus une couche juridique, réglementaire supplémentaire, en réalité, c'est aussi une formidable opportunité pour vous, professionnaliser la gestion de vos prestataires, renforcer la confiance avec vos clients et donc, surtout, je pense, c'est surtout ça le plus important, en fait, c'est améliorer de façon globale la résilience de votre organisation. Ça, c'est une réelle plus-value pour vous. C'est pas simplement je fais quelque chose parce qu'il y a une contrainte juridique avec des sanctions applicables. C'est de toute façon, j'ai besoin d'améliorer la sécurité de mon organisme, de mon SI, etc. Et donc surtout, dans un contexte où les cybermenaces aujourd'hui se multiplient, bien travailler avec des prestataires fiables, documentés, réactifs, ce n'est pas seulement une exigence réglementaire, c'est bien une garantie de continuité et de crédibilité. Donc pour conclure, si on doit retenir aujourd'hui une chose, c'est ça, on n'est pas seul face à DORA. Attention, il existe des solutions simples, proportionnées à votre taille et à vos besoins. Donc que vous soyez un grand groupe financier, une fintech ou un simple prestataire IT, vous pouvez avancer aujourd'hui pas à pas et de façon méthodique. Bon, petit point dernier, vous le savez, on vous l'a dit au départ, DPO Consulting aujourd'hui a bien un pôle cyber, quand bien même nous sommes une structure qui existe depuis 2015 sur la protection des données personnelles. Aujourd'hui, on a un petit peu étoffé le catalogue. Aujourd'hui, on veut protéger les données de nos clients, que ce soit des données personnelles ou pas. Et nos différents services sur la partie cyber, on vous l'avait déjà dit, on vous le rappelle ici, création, revue de votre gouvernance cyber, donc les chartes informatiques, les PSSI, les plans de continuité de reprise d'activité, les procédures de gestion des incidents, etc. On fait des audits cyber pour connaître justement dès à présent, et ça c'est important pour tout le monde, son niveau de maturité cyber actuel. Où est-ce que j'en suis par rapport à ce qui est attendu normalement de moi et donc quel est le plan d'action associé pour améliorer, on va dire, sa cybermaturité de façon proactive. On aide évidemment dans la conformité de NIS2 et DORA. Donc ça, si vous avez des sujets sur ces questions-là, n'hésitez pas, on est là pour en discuter avec vous. Et on externalise aussi au sens large, donc la fonction de RSSI pour accompagner nos clients sur la durée, sur tous vos sujets cyber. Merci beaucoup encore une fois donc pour votre attention. Si jamais vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas dans le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas nécessairement être disponibles aujourd'hui, donc il y aura un replay et on va insérer un commentaire avec un lien qui vous permettra de demander le support d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à revenir faire un petit tour, soit pour ceux qui n'étaient pas là pour voir le replay, donc, soit pour directement demander le support de cette présentation. J'attends 2-3 secondes de voir s'il y a quelques questions dans le chat. Sinon, encore une fois, je vous remercie tous ceux qui ont pu être présents aujourd'hui. Merci de votre attention. On espère vraiment, encore une fois, qu'on a réussi à vous inculquer quelques notions supplémentaires sur DORA, au-delà des simples exigences, sanctions, etc., qu'on a déjà entendu pas mal de fois depuis aujourd'hui. Là, l'idée, c'était vraiment de vous donner un peu plus de concret et surtout de parler aussi avec les structures qui ne sont pas nécessairement directement concernées par DORA. Et pourtant, vous voyez bien que parfois si. Donc, c'est assez important de comprendre tout ça. Merci beaucoup, Christophe, pour tes retours. Merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, on vous remercie pour votre implication et votre suivi. Et on vous dit à bientôt. À très bientôt. Merci à tous.